Bonjour à toutes et tous. Alors j'attends qu'il y ait un peu de connexion. Je vois que tout le monde nous rejoint petit à petit. Bienvenue dans ce webinaire. Hop. Je vais me lancer comme on a 45 minutes. Donc bienvenue dans ce webinaire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je fais une petite précision avant de commencer. Le webinaire est enregistré et sera en replay sur le site de Reporters d'Espoir dans les prochains jours. Et par défaut, les micros et les caméras sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat, en précisant à qui vous posez votre question. Ça facilitera un peu les échanges à la fin. Et c'est l'équipe de Reporters d'Espoir qui relaiera les questions à nos intervenants à la fin du webinaire. Alors pour présenter Reporters d'Espoir rapidement, c'est une association qui a 20 ans, qui a été la pionnière du journalisme de solution, une méthodologie qui a essaimé dans différents pays depuis. Et parmi toutes les actions, les programmes qui ont été menés par l'association, il y a eu notamment un programme sur le climat pour accompagner les médias sur ce sujet. Et cette année, nous nous lançons sur le thème de la biodiversité avec un programme que nous avons appelé le Lab Biodiversité, dont l'objectif est de faire monter en compétence les journalistes sur ce sujet avec un appui scientifique. Ce lab, il repose sur trois grands axes qui recouvrent 6 actions. Aujourd'hui, on va parler surtout du premier axe qui est l'analyse et le suivi du traitement médiatique de la biodiversité. En mai dernier, on avait posté notre étude qualitative sur notre site. On avait fait un webinaire qui est accessible si vous voulez le consulter. Et aujourd'hui, on va donc vous parler de la partie quantitative de cette étude. Il y a un deuxième axe qui est stimuler la communauté journalistique. Là, ça va être avec un prix professionnel qu'on va prochainement lancer. Un événement qu'on appelle le Challenge, où le but est de rassembler des acteurs de différents horizons pour réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on traite mieux de biodiversité dans les médias. Et un troisième axe qui est accompagner les journalistes et les futurs journalistes. Là, il y a plusieurs actions. Il y a la revue qu'on a repensée cette année plutôt comme un guide avec de la méthodologie, des chiffres clés, des reportages un peu inspirants. Un tour, le tour des reporters d'espoir. On va à la rencontre des rédactions, on va à la rencontre des écoles de journalisme, voilà, pour discuter entre scientifiques et journalistes, voir comment est-ce qu'on peut mieux traiter ce sujet dans les médias. Et enfin, de la formation aussi en ligne. On est notamment en partenariat avec l'école de journalisme de Bordeaux pour créer un MOOC sur le traitement médiatique de la biodiversité et qui devrait être disponible en début d'année prochaine gratuitement en accès libre à tous. Ce lab, c'est aussi un écosystème d'acteurs. Donc là, vous avez les 4 membres de l'équipe Reporters d'Espoir qui sont mobilisés sur ce programme. Et il y a aussi un comité scientifique qui nous soutient à la fois sur les actions que nous menons pour qu'elles soient le plus pertinentes possible, sur les contenus que nous proposons et pour voilà, s'assurer de la cohérence et de la pertinence scientifique de ce que nous produisons et diffusons. Et parmi les acteurs qui nous accompagnent, on a aussi le soutien financier de 2 grands acteurs, l'Office français de la biodiversité et la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Pour l'étude quantitative qu'on va vous présenter aujourd'hui, l'Office français de la biodiversité nous a aussi accompagnés avec son expertise sur les sujets biodiversité. Et pour en parler un peu plus, je vais laisser la parole à Thomas Delage, qui est donc chef de service mobilisation des citoyens pour la biodiversité au sein de l'OFB. Thomas, c'est à toi. Merci Floriane, bonjour à tous. D'abord, merci d'avoir organisé ce webinaire. Peut-être un mot pour vous dire pourquoi nous avons souhaité être partenaires de ce lab biodiversité monté par Reporters d'Espoir. Vous connaissez sans doute le GIEC, mais vous connaissez peut-être moins l'IPBES. Donc le GIEC, c'est cette plateforme intergouvernementale qui rassemble des chercheurs qui produisent des rapports régulièrement sur l'évolution du climat et ce qu'il faudrait faire pour que la catastrophe ne soit moins importante. Eh bien, l'IPBES, c'est la même chose, mais sur les questions de biodiversité et de services rendus par les écosystèmes. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce que 2 rapports sont sortis en décembre dernier, 2 rapports de l'IPBES. Un dit Nexus, qui nous dit que, en gros, il faut traiter les 5 problématiques de conserve que sont la biodiversité, le climat, l'eau, la santé et l'alimentation, sans quoi on va nuire
à l'une de ces questions et on va mettre en péril l'habitabilité des territoires si on privilégie trop un des sujets que je viens de traiter. Et puis, ils nous disent que pour que ces 5 sujets soient convenablement traités, il faut poursuivre les politiques publiques telles qu'elles sont menées sur les questions de biodiversité, mais aussi opérer des changements transformateurs définis comme une réorganisation fondamentale à l'échelle du système des facteurs technologiques, économiques et sociaux, y compris les paradigmes, les objectifs et les valeurs. Et c'est notamment parce que on a décidé de suivre les recommandations de l'IBES qu'on soutient des acteurs comme le Reporters d'Espoir. On a décidé de créer, alors soit de soutenir, soit de créer des alliances avec des acteurs du monde de la culture et des médias, parce que un des grands principes que propose de suivre les scientifiques de l'IBES, c'est de faire évoluer les opinions et les valeurs. Et qui de mieux que le monde des médias, les médias eux-mêmes et le monde de la culture et les acteurs de la culture eux-mêmes pour faire évoluer ces opinions, ces valeurs, ces représentations. Voilà. C'est la raison pour laquelle on est très content de soutenir le Lab et Reporters d'Espoir en l'occurrence. Voilà. Merci. J'en ai terminé pour cette introduction. Je te redonne la parole, Florian. Merci beaucoup, Thomas. Oui, je parlais du fait qu'on ait un écosystème d'acteurs pour ce lab. Il y a notamment l'Observatoire des médias sur l'écologie qui nous permet de faire cette étude quantitative. Et pour expliquer un petit peu mieux en quoi consiste cet observatoire, je vais laisser la parole à Véronique Azaghi, qui est donc coordinatrice de l'Observatoire, mais qui est aussi membre de Plus de climat dans les médias. Merci beaucoup, Floriane. Nous sommes également ravis de pouvoir participer à travers nos données dans ce projet, des données qui vous seront présentées aujourd'hui et qui provient donc de l'Observatoire des médias sur l'écologie, qui est une plateforme web en open source, un commun numérique qui mesure en continu le temps d'antenne consacré aux enjeux environnementaux dans les médias. Cet observatoire donc permet depuis novembre dernier de suivre la couverture de 3 crises écologiques, celle du climat, celle de la biodiversité et celle des ressources naturelles. À préciser que les méthodes de mesure qui concernent la biodiversité ont été largement retravaillées durant le premier semestre de 2025 en collaboration donc avec Reporters d'Espoir et aussi grâce aux échanges avec son comité scientifique et l'Office français de la biodiversité que nous tenons encore à remercier. Derrière cette plateforme se trouve un consortium qui est constitué de 5 associations œuvrant pour un meilleur traitement médiatique de ces problématiques et de 2 entreprises apportant leurs solutions techniques. L'Observatoire est soutenu aujourd'hui par le ministère de la Culture dans le cadre du plan d'investissement France 2030, l'ADEME et l'ARCOM. Alors, comment, parce que la question à laquelle je dois répondre ici, principalement, c'est comment mesure l'Observatoire la couverture des enjeux écologiques? Qu'est-ce qui lui permet d'obtenir les résultats qui vous seront présentés? Aujourd'hui, sur cette plateforme, vous trouvez 2 types de chiffres, des pourcentages de temps d'antenne accordés aux 3 enjeux écologiques et des statistiques sur les grandes thématiques spécifiques à chaque enjeu par la mesure de la fréquence des mots. Ces mesures couvrent actuellement les programmes d'information réguliers diffusés entre 6h et 23h, c'est-à-dire les journaux et les magazines d'information de 10 chaînes de télévision et de 8 stations de radio généralistes et d'information en continu. Alors, pour effectuer les mesures de temps d'antenne consacrées aux enjeux écologiques, l'Observatoire prend les transcriptions textuelles des flux audiovisuels en temps réel fournis par notre partenaire Médiatri. Et ensuite, un algorithme détecte un ensemble de mots-clés liés aux champs lexicaux des 3 crises. Le dictionnaire de l'Observatoire, donc la liste de ces mots-clés, contient aujourd'hui plus de 2000 mots et continue encore à être enrichi. Ensuite, ces mots sont regroupés en catégories, ce qui nous permet de savoir si un média
par exemple, parle de la biodiversité, s'il en parle avec un angle, par exemple, sur les leviers d'action et aussi savoir de quel type d'action il parle. Plus précisément, pour rentrer un petit peu dans la machine, pour que vous compreniez bien ce que vous pouvez voir comme chiffre tout à l'heure. Pour effectuer ces calculs, le flux de contenu est séquencé en bloc de 20 secondes et un bloc de 20 secondes est décompté comme temps d'antenne quand un mot du dictionnaire y est prononcé. Ainsi, par exemple, dans un programme d'information de 2 minutes, si l'expression « protéger le vivant » est prononcée, 20 secondes sont décomptées. Un bloc de 20 secondes, donc, sur 2 minutes, équivalent à un sixième du temps d'antenne, c'est-à-dire 33% du temps d'antenne global. Alors, dans cet exemple, encore une fois, donc, le média aurait accordé 33% de temps d'antenne à la biodiversité avec un angle solution et plus précisément une solution de protection et de conservation thématique dans lequel le mot « protéger les vivants » est catégorisé. Enfin, ces pourcentages sont calculés par média et par semaine pour être ensuite affichés sur le site pour donner à voir les grandes tendances, c'est-à-dire les évolutions dans le temps et les comparaisons entre les sujets. Pour finir, j'aimerais souligner que, comme pour toute statistique, il faut considérer ces résultats comme une photographie instantanée en plan large, car la méthodologie implique des choix, également des limites et aussi, surtout, des réajustements contenus qui sont nécessaires pour pouvoir mieux suivre l'évolution des débats publics sur ces enjeux. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Véronica. Et on va donc pouvoir passer à la deuxième partie de ce webinaire avec la présentation des résultats de l'étude. Et pour ça, je passe la parole à Céline Pasquier, directrice adjointe de l'agence Iligo, qui a mené cette étude. Bonjour, merci à tous de votre écoute. Donc effectivement, Véronica vous a expliqué la méthodologie. Donc là, on va vous présenter les principaux résultats. Donc c'est une première analyse. Donc on a fait une analyse globale sur les datas qui sont disponibles. Donc on va traiter de la période du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mai 2025. Et là, vous avez les stations qui sont analysées toujours sur la période de 6h 23h sur des programmes d'information, exactement comme vous a expliqué Véronica. Donc, on va se poser différentes questions. La première question, c'est de se dire, finalement, la biodiversité, quel est son temps d'antenne et sur quels médias, qui en parle le plus, le moins, comment ça se passe. Donc, on regarde déjà directement la quantification. Aujourd'hui, la biodiversité représente 1,5% du temps d'antenne des chaînes qu'on a analysées, des médias qu'on a analysés. Ce 1,5%, il est à comparer au global des 3 crises. C'est-à-dire que si on compare les 3 crises qui sont à 4,2% avec le climat et les ressources naturelles, on voit effectivement que la biodiversité est moins traitée que le climat, qui est la crise la plus traitée aujourd'hui dans les médias, car elle représente 3,4% du temps d'antenne, et les ressources naturelles sont à peu près comme la biodiversité à 1,5%. Au global, les 3 crises, donc biodiversité, climat, ressources naturelles, on est sur un temps d'antenne de 4,2% sur l'ensemble de la période. Et on voit qu'au global, si on compare du 2025 par rapport à du 2023, on est sur une diminution générale tendancielle de ce temps d'antenne consacré aux 3 crises. Donc ça, c'était pour la vision très globale. On va maintenant s'intéresser à finalement qui va le plus aujourd'hui dans les médias parler de la crise de la biodiversité. Quand on compare radio et télévision, c'est assez similaire. On a une proportion, donc un temps d'antenne qui représente 1,7 en radio, 1,4 en télévision. Il y a un petit peu plus fort pour la radio, mais l'écart n'est pas très important. Quand on va regarder, est-ce que ce sont plus les médias généralistes ou les médias qui proposent de l'information continue, on voit que les médias généralistes vont plus traiter de la biodiversité, 1,7% du temps d'antenne par rapport à 1,1 sur l'information en continu. Mais l'écart le plus important va être entre la structuration, est-ce que je suis un média public ou un média privé. Et là, on voit qu'on a un rapport de 2,5, donc ce qui est assez important, avec un temps d'antenne qui est de 2,2 sur les médias publics et de 0,9 sur les médias privés. Donc, on voit ici, avec cet écart important, qu'il y a une vraie stratégie différente, en tout cas une vraie volonté des médias publics de plus traiter de la biodiversité.
Quand on va regarder au détail des différents médias, donc qui va le plus ou le moins parler de biodiversité, en termes de télévision, qui va le plus en parler, on est sur Arte, avec 2,9% de son temps d'antenne consacré à la biodiversité, RFI en radio, avec 3,1%, et qui va le moins parler, on a CNews à 0,5% en télé et on a en radio 1% avec Europe 1. Donc là, ce qui est assez intéressant de regarder au-delà des premiers et des derniers, c'est qu'on est sur ceux qui parlent le plus de la biodiversité, on est plutôt sur des ouvertures un petit peu plus internationales. Et on regarde le rapport qui est quand même assez important entre un 2,9 pour Arte et un 0,5 pour CNews et 3,1, on est vraiment sur des écarts qui sont très importants selon les différents médias. Donc ça, c'était vraiment cette première partie pour se dire qui en parle, comment ça se passe. Maintenant, on va regarder quels sont finalement les angles d'approche quand on parle de la biodiversité dans les médias. Comment est-ce qu'on en parle? Donc la première chose, c'est que aujourd'hui, il y a 4 façons de parler de la biodiversité, 4 grandes façons. C'est-à-dire qu'on peut parler des concepts, donc c'est-à-dire d'expliquer la biodiversité, de parler des causes, des solutions et des conséquences. Ces 4 notions globales forment une approche systémique, c'est-à-dire que si on explique aux gens finalement quels sont, voilà ce qu'on constate, pourquoi on constate ça, qu'est-ce qui a amené à ce constat, quelles sont les conséquences de ce constat et comment on peut lutter. On a une vision, en tout cas pour les citoyens, qui est très globale, puisqu'on leur explique finalement qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer. Quand on regarde le temps d'antenne aujourd'hui, on est aujourd'hui sur un traitement de la biodiversité qui est beaucoup focalisé sur le concept, la définition, puisque ça va représenter 55% du temps d'antenne sur la période janvier-mai 2025. Donc, on est beaucoup sur l'explication des concepts. Donc, par exemple, ça va être, je vais parler de la COP, je vais expliquer la diversité du vivant, les zones humides. Donc, on est vraiment la définition de la biodiversité. Après, à 24%, on va parler des causes. Donc, les causes, on va me dire, par exemple, on va parler de l'agriculture intensive, des pesticides, de la surpêche. Les solutions vont être à 20% du temps d'antenne. Donc, en solution, on va parler, par exemple, de l'agriculture biologique, de la gestion durable des forêts, la protection des coraux. Et les conséquences, et ça c'est un point vraiment important, les conséquences aujourd'hui ne sont que 6% du temps d'antenne. C'est-à-dire que si je reprends ce que disait l'OSD en introduction, que l'objectif c'est effectivement de mobiliser les citoyens et d'essayer de leur faire comprendre, aujourd'hui les médias expliquent assez peu en temps d'antenne aujourd'hui les conséquences pour le citoyen et finalement pour l'importance pour demain et après-demain dans notre quotidien. Donc, des exemples de conséquences. Alors, une économique, ça va être par exemple la diminution des rendements agricoles. Si on prend une conséquence écologique, on va parler des espèces menacées d'extinction. Et puis, une conséquence sanitaire qui touche beaucoup, ça va être le cancer. Donc voilà, donc aujourd'hui, et ça c'est vraiment un point important, le traitement de la biodiversité dans les médias est beaucoup aujourd'hui consacré au concept, à la définition, et pas une explication globale de la crise, de ses causes, de ses conséquences et des solutions pour la contrer. Quand on se focalise un petit peu plus sur les solutions, quand on parle des solutions, du coup, dans les médias, il y a 3 types de solutions qui peuvent être analysées, en tout cas. Le premier, ça va être les changements de pratiques de réglementation. La deuxième, ça va être des actions de protection. Et la troisième, des actions de restauration. On voit aujourd'hui, quand on parle de solutions dans les médias, on va majoritairement parler des changements de pratiques de réglementation. Par exemple, de manger bio, la pêche durable, alors qui est à la fois sur de la consommation et aussi l'industrie de la pêche, sur l'État avec des lois qui vont réglementer la pêche, on va être sur du droit de l'environnement. Donc, on voit qu'effectivement, ces changements aujourd'hui de pratiques occupent majoritairement, sont en tout cas les solutions qui sont le plus médiatisées aujourd'hui. La conservation l'est à hauteur de 23%. Par exemple, en conservation, on va parler des parcs nationaux, on va parler des aires protégées. Et enfin, sur la dernière, les actions de restauration qui sont à 14%. On va parler de nettoyage des plages, de la dépollution, de la replantation. Donc voilà, il y a aujourd'hui dans les solutions 3 grands items. On est beaucoup aujourd'hui sur une médiatisation des changements de pratiques et de réglementation avec notamment les lois. Donc ça, on était sur les solutions. Quand on regarde les causes, qu'est-ce que les
médias mettent en avant quand ils parlent des causes de la biodiversité. Donc, il y a 5 grandes causes aujourd'hui qui ont été identifiées sur cette crise, donc, qui sont la pollution, la destruction des habitats, le changement climatique, la surexploitation des ressources et les espèces exotiques envahissantes. Ces 5 causes expliquent la crise de la biodiversité et participent à cette crise. Aujourd'hui, les médias focalisent énormément leur attention sur un des facteurs qui va être la pollution, puisqu'elle représente 69% des mots qui sont analysés, qui sont utilisés par les médias quand ils vont parler de la crise de la biodiversité. Donc, quasiment 70% avec la pollution. Donc, par exemple, en ce moment, on a le cadmium qui parle beaucoup, on a les pesticides, on a les rejets industriels. Dans la deuxième partie, on avait les destructions d'habitats, ça va être beaucoup la déforestation, ça va être la destruction des milieux naturels à 22%. Après, on a de façon nettement moindre, quand on parle des facteurs, on a les changements climatiques qui sont qu'à 6%. Donc ça, ce point il est assez intéressant, ça montre qu'effectivement, aujourd'hui, les médias ne parlent pas forcément des crises ensemble, c'est-à-dire qu'ils ne font pas forcément le lien entre la crise de la biodiversité et la crise du climat, puisque le facteur climatique ne représente que 6% dans les médias aujourd'hui, en tout cas des facteurs d'érosion expliqués de la biodiversité. On a après la surexploitation des ressources, avec par exemple le braconnage, la pêche industrielle, et puis les espèces exotiques envahissantes, qui aujourd'hui représente très peu d'espace médiatique, on en parle peu, alors que ça peut avoir un aspect économique notamment extrêmement important. Donc c'est la pollution aujourd'hui dont on va beaucoup parler, et quand on regarde au détail les mots-clés qui sont utilisés dans la pollution, on va beaucoup parler de pollution chimique aujourd'hui dans les médias, puisque ça c'est les mots-clés qui sont les plus usités. Donc vous voyez qu'on a pesticides, on a le glyphosate, on a le plastique, on a énormément de termes autour de cette pollution chimique dans les médias. Donc ça, c'était vraiment sur cet aspect de comment est-ce qu'on traite finalement de la biodiversité dans les médias. Et sur la dernière partie, on s'est intéressé à la temporalité, de se demander finalement quand est-ce que les médias parlent de biodiversité. On s'est rendu compte qu'il faut un événement, il faut quelque chose, un événement, une actualité, une crise, pour que les médias parlent plus de la biodiversité. Donc là, vous avez vous regardez juste les courbes parce qu'on n'arrive pas à lire les légendes, mais en tout cas, de façon hebdomadaire, là, vous avez le suivi médiatique du traitement de la biodiversité. Donc, on voit effectivement qu'on a différents pics. Donc, le premier pic qu'on va voir, c'est la crise agricole, où là, le temps d'antenne de la biodiversité représentait 3,7%. Donc là, on est en janvier 2024, où on a beaucoup parlé de biodiversité. Après, on a les COP. Donc, les COP permettent différents pics de la biodiversité, et on a l'UNOC qui a permis, là, dernièrement, sur le mois dernier, un pic du traitement de la biodiversité également dans les médias, avec aussi la crise du cadmium. Donc là, on voit effectivement que dès qu'on a un événement, ça permet de reparler de la biodiversité dans les médias. On a aussi un effet, mais qui va être moindre, du Salon de l'agriculture ou de la journée de la biodiversité. Donc, Salon d'agriculture, on a plutôt des pics autour de 2,3, en tout cas sur les 2 années qu'on a analysées. La journée de la biodiversité était beaucoup plus médiatisée en 2023 qu'elle ne l'a été en 2024. Donc, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, autour de cet événement, il n'y a pas un bruit médiatique extrêmement important autour de la journée. Et si on a fait, pour finir, un petit focus sur 2025, là, vous n'avez que l'année 2025. Donc, l'année 2025, on est aujourd'hui sur une actualité de la biodiversité qui est plus forte, qui va du coup amplifier son traitement médiatique. Donc, on a eu depuis 2025 le Salon de l'agriculture, on a eu la loi du plomb, on a l'UNOC, on a aussi le cadmium, qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on a sur un plus haut traitement de la médiatique, notamment depuis fin mai 2025. Donc, on est aujourd'hui, si vous regardez la fin du graphique, sur une tendance où on est aux alentours de 4, de 3,7, ce qui ne nous était jamais arrivé depuis le début de cet observatoire. Donc, voilà dans les grands chiffres qu'on voulait vous présenter pour cette première exploitation. Ce qu'on aimerait que vous reteniez, c'est cette importance, selon nous, parce qu'elle a beaucoup été, tout à l'heure, Floriane en parlait, on a fait tout un travail de documentation auprès de journalistes pour leur demander leur opinion de ce traitement de la biodiversité. Et ce qui était revenu
de cette investigation qualitative et ce qu'on voit ici en quantitative, c'est qu'aujourd'hui, la biodiversité, quand elle est traitée dans les médias, elle n'est pas encore traitée dans sa globalité. Elle est beaucoup traitée à 55% sur les concepts, qu'est-ce que la biodiversité, mais l'approche systémique n'est pas mise en avant. C'est-à-dire qu'on n'explique pas assez les causes, les conséquences, les solutions qui font que finalement, ça nuit, selon nous et selon les journalistes, à une prise de conscience collective et à la fois des journalistes et à la fois des citoyens sur cette crise de la biodiversité et ce qu'elle induit pour le citoyen aujourd'hui et demain. Donc c'est vraiment ça qui nous semble intéressant aujourd'hui dans ce rapport et ça va être intéressant de le suivre dans la temporalité, de voir effectivement si cette approche systémique va être de plus en plus utilisée, enfin en tout cas analysée dans les médias. Alors, ce n'est pas la plus facile à faire parce qu'il faut faire effectivement tout un lien entre les différentes causes, mais elle permet certainement une prise de conscience supérieure des citoyens. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Céline. On va pouvoir passer à la troisième partie de ce webinaire, qui est plus une partie de dialogue. J'en profite pour rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat en précisant à qui vous voulez adresser la question. Et dans cette partie dialogue, on voulait se poser la question de comment aller plus loin sur le traitement médiatique de la biodiversité, avec à la fois des retours d'expérience et des recommandations. Et pour le premier retour d'expérience, je vais passer la parole à Audrey Cerdan, qui est rédactrice en chef pour le climat chez France Télévisions. Bonjour à tous et merci pour cette présentation qui est effectivement super intéressante. En fait, quand même, le problème qu'on a sur la biodiversité, qui est un peu le même que celui qu'on a sur le traitement des enjeux climat, c'est la nouveauté du sujet. Donc, on est sur une nouveauté, pas au sens où c'est nouveau scientifiquement, mais nouveau pour les journalistes. Donc, il faut des nouvelles structures, des nouvelles façons de faire pour arriver à traiter un problème qui est aussi transverse, comme ça vient d'être dit. Et aujourd'hui, enfin, en tout cas, nous à France Télé, mais je pense que c'est le cas du milieu médiatique en général, on est en structuration d'une certaine manière. Évidemment, ça va jamais assez vite et c'est jamais suffisamment bien, mais on est en train de se structurer autour de ça pour arriver à répondre à cet enjeu-là, qui est quand même pas du tout simple, parce que justement, l'aspect systémique, la liaison entre tous les écosystèmes, la façon dont il faut raconter des histoires quand même qui sont d'une grande complexité, dans des formats qui ne sont pas complètement adaptés à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver ou qu'on ne va pas le faire, mais juste que le défi est important. Je pense qu'une des choses qu'on a du mal à faire aussi, parce qu'à la base, on a des formats qui ne sont pas complètement faits pour, on a des JT notamment qui sont très centrés sur les humains, les problèmes des humains, les conséquences pour les humains, et en fait, on a du mal à penser le vivant dans sa globalité. Et donc, on a des changements un peu fondamentaux à faire sur la façon dont on pense la question, en fait. Donc, pour moi, ça passe évidemment par la formation. Donc, on a à France Télé un grand plan de formation depuis plusieurs années maintenant, de 2 jours, qui est climat et environnement. Donc, on a quelqu'un du GIEC qui vient très souvent l'après-midi, c'est sur 2 jours. On a un spécialiste de biodiversité qui vient parler. Alors, c'est très bien, évidemment, jamais suffisant. Mais néanmoins, on a 2 jours où on essaye justement de donner à nos journalistes. On a déjà formé plus de 1000 de nos journalistes et on a un peu plus de 2000. Je me mélange un peu parce qu'il y a l'outre-mer. Enfin, on a beaucoup d'antennes. En tout cas, on a formé énormément de journalistes déjà, mais on voit que ça reste quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Mais la formation, c'est un gros axe pour nous et c'est important. On le fait dans des cadres de formation classiques, on le fait aussi dans des cadres de formation un peu continue, entre guillemets, qui sont plus le fruit du compagnonnage qu'on essaye d'établir avec les scientifiques, qu'on avait démarré sur les enjeux climat en lançant le journal Météo Climat, qui lui-même intègre les enjeux de biodiversité. Encore une fois, jamais suffisant, mais le fait quand même. Et dans ce compagnonnage, on a des relations proches avec Philippe Grandcola qui a été mentionné tout à l'heure, Marc-André Selos du Musée d'histoire naturelle. Enfin, on essaye en fait de les faire venir souvent à la rédaction, de les faire interagir un maximum avec les journalistes, les rédacteurs en chef, d'installer des relations en fait humaines, pas quotidiennes mais quasiment,
entre ces deux, j'allais dire populations, mais c'est pas vraiment ça, mais entre les scientifiques et les journalistes, parce qu'on estime que c'est aussi comme ça qu'on va réussir à faire en sorte qu'il y ait une meilleure compréhension et puis aussi qu'on dise des choses plus justes à l'antenne. Donc pour l'instant, les réponses qu'on a, nous, c'est la formation et le lien avec les scientifiques qu'on a déjà engagés. Après, voilà, on en parlait hier avec ma chef, directrice adjointe de la rédaction, Virginie Fichet, qui est en charge de ces enjeux. On cherche encore des réponses plus en termes de type de programme, de comment est-ce qu'on peut traiter ça d'une manière systématique. Le journal Météo Climat, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut inventer d'autre pour répondre à ça? Comment on peut raconter ça d'une manière qui ne soit pas juste une émission sur la biodiversité, parce qu'on sait aussi que l'émission sur la biodiversité, comme l'émission sur le climat, c'est très bien, mais ça va attirer des gens qui connaissent déjà. Et donc, comment on intègre ça à notre traitement quotidien d'une manière qui va parler à tous. Il y a un enjeu d'accessibilité fort, et là-dessus, on est clairement ouverte à toute suggestion, et surtout on cherche et on a envie de le faire mieux parce qu'on a conscience de cette transversalité, du fait que toutes ces crises sont liées entre elles. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé les 5 minutes, mais merci de votre écoute. Merci Audrey. Je propose qu'on passe au deuxième retour d'expérience avec Simon Rosé, qui est chef du service environnement climat chez RFI. Merci pour vous. Jolie photo. Merci beaucoup. Nous, en fait, c'est des enjeux qu'on suit depuis une vingtaine d'années avec une émission. C'est pas du vent, mais c'était vraiment juste une émission, et on essayait de lutter depuis 5-6 ans pour la création d'un service dédié aux enjeux environnementaux et climatiques. Ça a été long à faire, mais on a réussi à le faire, et le service est né il y a 1 an et demi. Et on a la chance parce que la direction a décidé de mettre les moyens dessus, donc on est 10 personnes en transverse, puisque RFI est une radio particulière, elle met surtout vers l'international, on les met en 17 langues. Donc on a décidé d'intégrer dans la même pièce tous les gens qui bossaient un peu sur les thématiques environnement, climat. Donc on les met en français, en espagnol, en chinois, il y a une personne dédiée pour le numérique, et en plus de ça, on a des référents environnement dans chaque rédaction en langue étrangère. Voilà, et RFI a cette particularité d'émettre essentiellement à l'international. 80% de notre auditoire ici nous écoute en Afrique francophone, donc on va pas être sur les mêmes enjeux qu'on va avoir par exemple typiquement pour France Inter si on parle des copains d'à côté. Ces moyens nous permettent d'avoir déjà une équipe à temps plein où on s'est un peu réparti les jobs entre guillemets. Où il y a une personne qui va suivre le climat, la biodiversité, la dégradation des sols et la désertification. Et l'avantage de les mettre dans la même pièce, c'est qu'elles parlent, et justement l'interconnexion entre ces thématiques, elle se fait un peu naturellement, puisque tout simplement on fait du jus de cerveau ensemble. L'autre avantage, c'est la présence en conférence de rédaction. C'est ce qui nous manquait vraiment avant. Où certes, également, on a fait un effort de formation, notamment sur l'encadrement intermédiaire. Donc ce qu'on appelle les SDR à RFI. C'est ceux qui sont chargés de faire les menus des journaux, les rédacteurs chefs adjoints, les présentateurs. On fait cette formation qui s'est trop souvent, à mon goût, je le regrette, limitée au climat et pas aux enjeux de biodiversité. Donc c'est un travail qui est à poursuivre. Et cette présence en conf de rédac nous permet justement d'avoir une voix qui porte un chef de service au même titre que les autres chefs de service international, politique et tout ça, pour défendre les sujets. Après, c'est toujours toute la difficulté dans des journaux d'infos sur une radio généraliste où on a 10 minutes pour raconter le monde à 8 h du matin. Est-ce qu'on consacre 1 minute pour parler d'enjeux de biodiversité quand il y a la guerre partout et que c'est pas cool. On y arrive, bon an, mal an. Avec ces temps forts qui nous servent, évidemment, donc l'UNOC, la loi du plomb, un projet pétrolier en RDC qui est en train de se monter, où on va le prendre et par l'angle énergétique, climatique, mais également biodiversité, puisque le RDC et les forêts du bassin congolais font partie des 3 poumons de la planète, donc on va essayer de rentrer là-dedans. C'est pas toujours très simple parce que la forêt qui meurt, elle n'envoie pas d'urgent. Donc pour réussir à le faire lancer dans les journaux, les enjeux de biodiversité ont aussi ça de compliqué à traiter qui sont, comme vous le disiez, systémiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité de mesure simple comme la tonne de carbone, pour le dire un peu grossièrement. C'est des enjeux qui sont un peu plus diffus, qui sont un peu plus compliqués à vulgariser. Donc là également, ça demande pas mal de formation pour les journalistes et surtout le temps de suivre ces dossiers pour bien s'en imprégner.
Mais donc, ce qu'on va faire, on va essayer de faire le plus possible, c'est grâce à notre réseau de correspondance, c'est le plus de reportages possible. Sur l'angle solution, typiquement, quand notre journaliste était allé à Cali pour suivre la COP 16 en fin d'année, elle est restée une semaine de plus pour faire un sujet sur le parc des Farallones où les autorités ont mis tout un système en place avec les agriculteurs pour qu'ils arrêtent de couper du bois pour avoir plus de place pour leurs vaches et au contraire restaurer la nature. On va être sur ces enjeux-là. On va être sur les pratiques autochtones également qui vont être très parlantes pour nos auditeurs, qui sont vantés à longueur de rapports de l'IPBES et du GIEC, mais qu'on entend finalement assez peu, où on va être justement sur, si je reste sur le thème forestier, sur la forêt habitée et pas la forêt exploitée. Ce sont des pratiques qui sont connues, qu'on va essayer de mettre en avant par des petits sujets, des sujets plus longs. On a une case de reportage de 20 minutes quotidienne qu'on essaie d'investir le plus possible. Avec ce biais également, et je reviens sur l'effort de formation, où on va tomber souvent sur ce qu'on appelle les espèces peluches, notamment en Afrique, où on va avoir des demandes de la rédaction en chef. Il y a 3 hippopotames qui sont morts de soif en Zambie, vous faites un sujet. Alors qu'à côté, il y a une famine qui touche les habitants, mais on ne va pas en parler. Mais on va tomber un peu dans ces espèces totems comme ça et raconter l'effondrement de la biodiversité par ce qui est invisible, et là je reviens sur la question des sols notamment, où les deux sujets sont très liés, demande un peu plus de temps et un peu plus de finesse dans les discussions avec la rédaction en chef. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on a une direction qui a été renouvelée il y a 1 an et demi et qui a fait de ces enjeux un marqueur. Donc c'est un peu open bar pour nous. En fait, on est très écoutés vu que c'est une volonté de la direction d'aller un peu plus loin là-dessus. C'est à peu près les difficultés auxquelles on est rencontré, sachant que je fais un peu écho à la slide que vous aviez diffusée sur le fait que les médias publics en parlaient plus. Clairement, quand on fait des études qualitatives sur ce qu'attendent nos auditeurs, en Afrique notamment, je mets climat, biodiversité, tout dans le même paquet, dans le paquet environnement. Ça arrive en 7e, 8e, voire 9e position selon les pays. Donc là, on est vraiment dans une démarche de service public de radio de l'offre, où on estime que nous, c'est important et qu'on décide de mettre les moyens dessus, à la fois en humain, mais en termes de temps d'antenne également. Voilà à peu près comment on essaie de mener le truc à RFI. Mais on a de la chance parce qu'on a un maillage dans le monde entier, on a des remontées de sujets du monde entier avec nos correspondants, nos rédactions en langue étrangère, donc ça va, on ne galère pas trop. Merci beaucoup, Simon. Et pour finir cette partie, je vais passer la parole à Cyril Franck, qui est consultant, formateur, conférencier sur les questions de contenu et de journalisme, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire de la biodiversité une opportunité médiatique. Cyril, c'est à toi. Merci Floriane. Oui, vaste question, compliquée. La première des choses que je voudrais dire, c'est que c'est un besoin, c'était même une urgence pour les médias, celle de renouveler leur lectorat. Et on sait que les thématiques environnementales, les thématiques autour de la nature, peut-être un peu moins la biodiversité parce que c'est moins connu, parce que moins traité par les médias, mais en tout cas, tout ce qui concerne l'environnement sont des thématiques qui plaisent au jeune public. Il y a eu plusieurs, en particulier, pas que au jeune public, mais les 18-24 ans sont particulièrement sensibles à ces questions. Il y a plusieurs études qui le montrent. Une étude de IFOP 2022 pour la Fondation de France qui montre que 9 jeunes sur 10 sont inquiets à propos du changement climatique. Alors, il y a le changement climatique qui focalise l'attention, mais il y a aussi tout ce qui est en rapport avec la nature, l'environnement. Notre étude de l'ADEME de 2023 confirme cet intérêt pour l'environnement. Et bref, ils sont assez informés. Il y en a 69% d'ailleurs qui se déclarent très bien informés, voire mieux que la plupart des Français, à 59%. Bref, ils ont vraiment une appétence pour ces sujets-là. Et c'est donc tout à fait vital pour les médias de s'intéresser à ce public, eux qui souhaitent renouveler leurs futurs lecteurs, leurs futurs acheteurs, leurs futurs abonnés. Donc ça, c'est vraiment une nécessité. D'ailleurs, il y a un autre signe qui ne trompe pas, c'est qu'on a vu l'éclosion ces dernières années d'un grand nombre de médias dédiés à ce jeune public, qu'il s'agisse de Climax, Vert, The Good et d'autres pure players sociaux comme Loopsider qui traitent beaucoup de ces thématiques-là. C'est des sujets qui marchent, en fait. On le voit, il y a des millions de vues qui peuvent être faites, qui peuvent être cumulées. La plateforme 2050 Now qui a été lancée l'année dernière le montre aussi. Il y a des millions de vues qui sont sur des thématiques autour de l'environnement en général, parfois de la biodiversité, parfois du climat. Mais en tout cas, il y a une appétence pour ce sujet-là, pour les jeunes publics. Donc voilà, s'intéresser pour les médias à ce public, c'est même pas une opportunité, c'est une nécessité pour moi. Donc la question, elle se pose déjà comme ça. Ensuite, l'opportunité qu'il peut y avoir, c'est sur le plan économique. On sait très bien que pour convaincre des patrons, des éditeurs, il faut leur montrer l'intérêt. Donc,
s'il y a de l'audience, déjà, il y a un premier niveau de réponse par rapport à ça. Audience égale potentiellement transformation, conversion en abonnés, dispositifs publicitaires variés, sponsoring, alors avec toutes les précautions qu'il convient sur ces sujets-là. Évidemment, on va faire forcément appel aux pétroliers pour sponsoriser une aire sur la biodiversité, mais en tout cas, il y a des choses qui sont possibles, qui ont pu être faites ici et là, et qui peuvent contribuer au business model, au modèle d'affaires des médias qui sont bien en difficulté ces dernières années. Et enfin, moi, je pense qu'il y a aussi un troisième levier intéressant d'opportunité, c'est que on sent dans la société, et tout public confondu, un besoin de ralentir l'information. Il y a une vraie nécessité d'éviter d'être submergé par le temps court pour aller sur du temps long. On est aujourd'hui sur ces thématiques de temps long, ralentir, expliquer, montrer les effets effectivement systémiques et les effets lents. C'est quelque chose qui intéresse et qui peut justement permettre aux gens de se réapproprier une information qui leur échappe, qui les submerge. On a une part croissante, toutes les études année après année le montrent, une part croissante des utilisateurs, des citoyens qui se désintéressent d'une actualité qui est jugée submersive, redondante et anxiogène. Et ça nous amène aussi à la question des formats, du traitement, bien sûr. Il faut aller sur non seulement les problèmes, les conséquences et aussi les solutions quand elles existent. C'est nécessaire pour éviter ce côté évitement de l'information. Et puis aussi, bien sûr, travailler les formats. Il y a tout un travail pour aller chercher les publics sur des formats qui les accrochent, qui soient non seulement pédagogiques, mais aussi passionnants, intéressants, sur les bons canaux. 2050 Now est un exemple. Ils sont allés chercher les codes des jeunes générations avec des formats courts, des formats assez efficaces. Et ça marche, en tout cas en termes d'audience. Voilà, donc il y a pas mal d'opportunités et encore une fois, je le répète, une nécessité. Merci beaucoup, Cyril. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. On va sûrement déborder un petit peu du temps prévu initialement, mais je me tourne vers l'équipe Reporters d'Espoir pour savoir s'il y a des questions dans le chat pour nos intervenants. Alors, nous avons pour l'instant une question explicitement formulée. Je peux la poser directement? Oui, vas-y, Laurent. Ah, une seconde question. D'accord, très bien. Alors, c'est une question pour Véronica à propos des audiences consacrées aux enjeux. Serait-il possible d'avoir des chiffres pour d'autres sujets, notamment le foot ou la politique? Voilà, parce que dans le cadre d'une fresque de la biodiversité, Pierre Cresson explique qu'il a pu mentionner la part faible consacrée à la biodiversité, mais qu'il aurait aimé pouvoir en parallèle dire que le foot représente un X pourcentage, pour montrer que ces sujets sont vraiment mal représentés. Oui, merci pour la question. Alors déjà, il ne s'agit pas de part d'audience, mais bien de part de temps d'antenne, ce qui est différent. On ne mesure pas, nous n'avons pas la prétention de mesurer la part d'audience. Médiamétrie le fait. Certes, ce serait très intéressant de pouvoir mettre en parallèle la part de temps d'antenne accordée à ces sujets à enjeux écologiques et la part des audiences effectives dans les heures de diffusion de ces contenus. Maintenant, pour avoir une possibilité de comparaison de deux types de sujets, de deux types de grands contenus, que seraient par exemple la biodiversité et la foot. Pour cela, nous l'Observatoire des médias sur l'écologie, nous ne pourrons pas faire cela parce que cela exigerait l'élaboration d'un dictionnaire équivalent en sport à ce que nous avons en enjeux écologiques. Équivalent, ça veut dire avec autant de travail investi, c'est-à-dire avec les mêmes types de démarches. Donc, prendre d'abord des mots scientifiques et techniques issus des documents de référence, ensuite les mettre à l'épreuve des médias, c'est-à-dire de chercher les synonymes, les reformulations à travers de nombreux tests de visionnage, puis recueillir aussi les propositions des rédactions en termes de mots pour voir quels sont leurs mots qui sont employés dans les médias et à nouveau continuer les tests de vérification et de reformulation pour avoir une couverture du champ lexical qui corresponde à la fois à l'état et des consensus scientifiques et aussi au débat médiatique. Et donc, c'est un grand travail. Et si quelqu'un
se jettent à l'eau pour faire le même travail pour l'économie ou le sport ou la culture ou l'immigration, c'est avec grand plaisir qu'on suit et qu'on coopère avec les équipes. Très bien, merci beaucoup. Si d'ailleurs la personne ayant formulé la réponse veut à son tour réagir, elle le peut, parce qu'il n'y a pour l'instant pas beaucoup de questions. Mais voilà, nous sommes malgré tout limités dans le temps. Donc, seconde question, enfin deux en une. Donc, sur les causes et la part de la pollution, les 69% ne s'expliquent-ils pas tout simplement par le fait que la pollution est une cause plus importante que les espèces exotiques envahissantes? Voilà, première question. Et la seconde, sur l'approche systémique et le score des concepts, entre guillemets, les 55% ne s'expliquent-ils pas assez logiquement là aussi par le fait qu'il est nécessaire de passer par l'angle du quoi, encore peu traité, avant de passer au pourquoi, comment, etc. Alors, pour répondre sur la première partie, je vais prendre le MOOC que vous ne voyez pas, mais de Reporters d'Espoir qui explique. Donc, c'est une source sur la première partie qui est effectivement, est-ce que c'est la pollution qui explique le plus, qui est la cause la plus importante. Si je prends, alors je suis en page 25 du livre de Reporters d'Espoir, il y a une source qui vient de la biodiversité du gouvernement qui explique que dans les 5 facteurs, on est à 30% sur la destruction des habitats, à 23 sur la surexploitation des ressources, à 14 sur la pollution, 14 sur le changement climatique et 11 sur les espèces exotiques invasives. Donc, on voit effectivement, et n'hésitez pas sur les gens plus compétents à me corriger si besoin était, mais qu'on n'est pas sur le même rapport aujourd'hui sur effectivement les facteurs et leur médiatisation. Sur la deuxième partie, sur l'approche systémique, alors oui, bien évidemment, vous avez raison. La question était, est-ce que c'est pas plus logique qu'on parle plus de la définition que des causes, des conséquences et des solutions? Donc oui, effectivement, dans un premier temps, on a besoin de définir ce qu'est la biodiversité. Par contre, dans une logique de prise de conscience et d'accélération de cette prise de conscience auprès des citoyens, on a vu qu'il était important pour intellectualiser des choses, de les comprendre un petit peu plus dans leur globalité. Si on parle moins, finalement, pourquoi ça arrive, comment on peut contrer et quelles sont les conséquences, on va moins rentrer dans une logique d'appropriation et donc de prise de conscience de la crise de la biodiversité. Mais effectivement, il est plus important que de définir au début, mais il faut quand même qu'on ait un rapport plus important. Les conséquences aujourd'hui sont simplement de 6% dans le traitement médiatique, donc il faudrait que ce 6% augmente sans forcément être très anxiogène, puisqu'il ne faut pas être que anxiogène. C'est pour ça que les solutions qui sont apportées sont aussi très intéressantes à mettre en avant par les médias. Oui, Audrey. Oui, il y a une remarque dans le chat de Aurélie. Pour répondre à Audrey Cerdan, j'ai l'impression que toutes les questions de biodiversité peuvent être ramenées à des enjeux humains, donc complètement intégrables dans un JT. Alors, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que les questions de biodiversité pouvaient pas être ramenées à des enjeux humains. Et de fait, en fait, je suis très mauvaise visiblement en promotion de ce qu'on fait, mais en fait, on traite beaucoup la biodiversité. Voilà, et notamment dans les JT, évidemment, comme je le disais, pas suffisamment. On a un service climat-environnement qui travaille là-dessus, avec une bonne dizaine de personnes. Donc, je dis pas qu'on le fait pas, et je dis pas qu'on veut pas le faire, et qu'il n'y a pas un objectif commun de le faire. Je dis que pour l'instant, on a un prisme qui va pas sur le vivant de façon générale, et que du coup, on peut passer à côté de certains sujets malgré tout, parce que oui, il est tout à fait possible de tout lier aux humains. Mais il y a aussi des problématiques où si on arrivait à prendre la question de la forêt sans la penser juste sur les services qu'elle nous rend, même s'ils sont très utiles éditorialement, mais aussi sur qu'est-ce que ça veut dire préserver la forêt, enfin avoir au-delà de nous, voilà, qu'est-ce que ça signifie de préserver la biodiversité, ça pourrait être intéressant. Et donc ce que je disais, c'était plus comment est-ce qu'on arrive aussi à ça à terme, à réfléchir au vivant plus largement que juste les services écosystémiques rendus. Merci Audrey. Laurent, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pour l'instant, il n'y a plus du tout de questions dans le chat. Visiblement, plus de zone d'interrogation, tout le monde a été très clair.
Ah, je vois qu'il y a une réponse d'Audrey. Hop. Ok, super. On a un petit peu dépassé le temps. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on termine ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup à nos intervenants. Merci beaucoup aussi aux participants et d'être restés pour vos questions. Si vous voulez suivre ce qu'on fait pour le Lab Biodiversité côté Reporters d'Espoir, notre revue est toujours en précommande sur Ulule jusqu'au 15 juillet, il me semble. Donc une revue qui est pensée avec de la méthodologie, des chiffres clés. Voilà, l'idée, c'est à la fois de comprendre et de s'inspirer sur le sujet. Sachant que là, on a fait, merci Cyril de la montrer, on a fait un petit focus sur l'océan dans ce numéro-là. Merci Céline. Tout au long de l'année, vous pouvez aussi nous solliciter en tant que rédaction ou école de journalisme pour qu'on intervienne avec des scientifiques, voilà, qu'on favorise les échanges et qu'on voit ensemble comment on peut mieux traiter médiatiquement de ce sujet. Et autrement, donc on travaille sur le MOOC avec l'IJBA et qui devrait paraître début 2026, qui sera gratuit et accessible à tous pour se former, avoir les bases et comprendre le sujet. Voilà, merci beaucoup à tous. Très bonne journée. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On est là pour répondre et pour vous accompagner.